La crise politique entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara révèle un schéma profondément ancré dans la pratique du pouvoir en Côte d'Ivoire. Selon de multiples sources politiques et des témoignages d'acteurs clés, un pacte non écrit mais bien réel aurait été scellé entre les deux hommes au plus fort de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Soro, alors à la tête des Forces Nouvelles, aurait apporté son soutien décisif à Ouattara en échange d'une promesse de succession politique. Ce mécanisme de passation de pouvoir, bien que jamais officialisé, aurait guidé les stratégies des deux hommes pendant près d'une décennie. Pourtant, l'accession au pouvoir a progressivement transformé les rapports de force. Une fois solidement installé à la présidence, Ouattara a méthodiquement réduit l'influence de Soro, d'abord en le maintenant à des postes symboliques, puis en l'écartant complètement de l'appareil d'État. Cette marginalisation calculée a atteint son paroxysme avec les poursuites judiciaires et la condamnation par contumace de Soro, marquant une rupture définitive entre les anciens alliés. Ce scénario rappelle de manière troublante un autre duo politique emblématique, celui de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. L'histoire entre Blé Goudé et Gbagbo présente des parallèles saisissants avec le cas Soro-Ouattara. Porte-voix charismatique des jeunes patriotes, Blé Goudé a mobilisé des milliers de partisans pendant les heures les plus sombres du régime Gbagbo, notamment pendant la crise post-électorale. Son engagement sans faille laissait entendre une promesse implicite, celle de devenir l'héritier politique du camp gbagbiste. Pourtant, après leur libération conjointe par la Cour pénale internationale, Gbagbo a soigneusement évité de désigner un successeur, préférant maintenir un flou stratégique qui a finalement conduit à l'éloignement progressif de Blé Goudé. Ces deux trajectoires croisées révèlent les mécanismes cachés du pouvoir ivoirien. Derrière les discours officiels sur la démocratie et l'intérêt national, se cache une réalité bien plus cynique. Les alliances politiques se nouent et se dénouent au gré des intérêts personnels et des calculs de pouvoir. Les pactes verbaux, aussi solennels soient-ils dans le secret des négociations, ne résistent jamais à l'épreuve du temps et des changements dans les rapports de force. Cette pratique du double langage politique n'est pas sans conséquences. Elle engendre méfiance, instabilité institutionnelle et perpétue une culture politique où la parole donnée n'a que peu de valeur. Le cas Soro-Ouattara et le duo Blé Goudé-Gbagbo illustrent une même pathologie politique qui traverse toute l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Cette pathologie se caractérise par trois constantes: des promesses de succession jamais tenues, des alliances tactiques qui se transforment en rivalité personnelle, et surtout, la primauté systématique des ambitions individuelles sur les projets collectifs. Ce modus operandi politique explique en grande partie les blocages institutionnels récurrents et les crises cycliques que connaît le pays depuis son indépendance. Cette analyse ne se limite pas à un simple constat historique. Elle ouvre une réflexion plus large sur les transformations nécessaires de la culture politique ivoirienne. La jeunesse, particulièrement touchée par les conséquences de ces calculs politiciens, se trouve face à un choix crucial: reproduire ces schémas hérités du passé ou exiger de nouvelles règles du jeu politique, fondées sur la transparence, la redevabilité et surtout, le primat de l'intérêt général sur les ambitions personnelles. Les récentes évolutions politiques montrent que cette prise de conscience est déjà à l'œuvre, mais le chemin vers un changement durable reste long et semé d'embûches. Après tout, on remarque bien que ce sont les intérêts personnels et égoïstes qui prennent le dessus sur l'intérêt général. Mais de toute manière, chaque peuple mérite ses dirigeants, c'est-à-dire que les dirigeants sont faits à l'image de leur peuple. Et c'est un principe hermétique qui veut que cela soit le cas. Selon ce principe, on peut déduire étant donné que le changement réel se fait toujours et obligatoirement de l'intérieur, et non de l'extérieur, étant donné que c'est la réalité intérieure qui modifie la réalité extérieure, que le peuple qui veut se doter d'un président ou d'une classe politique saine et honorable se doit de commencer par adopter un mode de vie sain et honorable. Car, selon la loi, c'est bien la réalité du citoyen moyen à la base qui se reflètera à la tête du pays, tôt ou tard. À bon entendeur, salut.